mes chers, ces gens-là ne font pas manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Et on tape un tout petit coup dans les mains, on y va. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Il y a fait des Connors, des O'Connelly, des Flaherty, le Ring of Kerry et le bois-bois, 3 jours et 2 nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Et je vais maintenant appeler Monsieur Fabien Angelman, maire d'Hayange et suppléant du député Jacobelli, qui a quelques mots à vous dire. Je vous demande de l'applaudir très fort. Fabien Angelman, maire d'Hayange et suppléant de votre député. Merci mes chers amis. Monsieur le député, cher Laurent, merci pour ton amour de la France, merci pour ton dévouement, merci pour ton travail, parce que tu n'arrêtes jamais, et je suis très fier d'avoir été 2 fois ton suppléant, ça peut être le cas aussi, et tu as été brillamment réélu, et rien que pour ça, je pense qu'on peut applaudir notre député. Depuis 10 ans, mesdames, messieurs, j'ai eu l'honneur de pouvoir compter sur la confiance et le soutien des habitants de Hayange. Avec mon équipe municipale, nous avons relevé bien des défis et bien des attaques, souvent de la part de médias parisiens. Les années ont défilé, mais le cœur du maire que je suis reste ancré dans une même volonté, celle de bâtir une ville meilleure pour la population. Nous savons tous que le contexte demeure difficile. Les tensions sociales, l'injustice fiscale, la crise du pouvoir d'achat, qu'on le veuille ou non, voilà ce que les dirigeants socialo-communistes, les macronistes et la fausse droite font peser sur nous par leurs décisions. Nous, au Rassemblement national, nous portons un regard lucide et réel sur ces difficultés et sur ce qui les a engendrés. Nous avons choisi de défendre une vision qui place la proximité, la souveraineté et surtout les Français au cœur de nos préoccupations. Année après année, les mesures gouvernementales alourdissent les charges qui pèsent sur les communes de France. Et je salue évidemment les élus de l'équipe municipale de Hayange, monsieur le maire de Terville. Merci, monsieur le maire de Terville, pour le prêt de cette belle salle et tous les élus, monsieur Weber, député, les conseillers régionaux. Donc toutes les communes souffrent de ces baisses de dotation. Ça fragilise les services publics. Regardez l'hôpital de Bel-Air. Regardez les urgences actuellement. Elles sont doublement, triplement surchargées. Vous êtes des fois en attente. Alors imaginez des personnes âgées de plus de 80 ans qui attendent 7, 10 heures, 15 heures, voire plus, dans les couloirs de cet hôpital. Ces politiques qui consistent à réduire les moyens, les dotations, qui devraient permettre aux maires et aux services publics de gérer correctement leurs communes et les hôpitaux publics. Et pourtant, pour revenir à Hayange, nous veillons à ne pas augmenter les impôts locaux depuis déjà 10 années, depuis 2014. Nous savons que vous, commerçants, artisans, ouvriers, travailleurs, familles ou retraités, êtes déjà soumis à d'importantes contraintes financières.
Nous ne voulons pas ajouter une pression fiscale locale à la pression fiscale nationale. Et nous avons fait le choix, dans toutes les communes gérées par le Rassemblement national, de gérer nos finances en bon père de famille, comme il est d'usage de le dire, avec responsabilité et discernement. Mais tout le monde ne joue pas le jeu, non. Tout le monde ne joue pas le jeu. On pourrait longuement évoquer la gestion calamiteuse des gouvernements successifs, mais non loin d'ici, à côté de nos portes, ce n'est pas beaucoup mieux, hélas. Je déplore notamment la décision de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et de Thionville Porte de France, qui ont augmenté de façon spectaculaire leur part d'impôts locaux et la taxe foncière intercommunale. Un alourdissement supplémentaire d'autant plus préjudiciable dans un contexte socio-économique déjà très compliqué. C'est en effet nous tous qui supportons directement ces hausses, alors même que tant d'entreprises, de commerçants et de ménages affrontent des difficultés grandissantes. Dernière gabegie, en date de la part de messieurs Liebgott et de monsieur Cuny, maire de Famec, maire de Thionville, mais également ils sont tous les deux présidents des deux agglos. Une fusion des deux entités dont personne ne voulait. Je parle de la population, sauf eux-mêmes pour leur intérêt et leur indemnité. Pour nous, à Hayange, seul un référendum local. Quand vous avez voté aux élections municipales en 2020, est-ce que vous vous rappelez que sur la profession de foi ou sur les tracts de propagande, les maires candidats ou les listes, ont parlé de cette fusion? Non, personne n'en a parlé. Donc c'était à la population de décider si elle souhaitait ou non cette fusion. La population n'a pas été consultée par ces apparatchiks. Mesdames, Messieurs, cette folle idée nous pénalise d'ores et déjà par des augmentations d'impôts. En effet, pour harmoniser les deux collectivités, les élus de gauche et de la fausse droite, ont fait le choix d'harmoniser les impôts en les augmentant dans les deux agglomérations. Encore une fois, des bâtiments ont été construits pour les deux agglomérations, mais cela ne leur suffit plus. Alors ils ont décidé, sans votre avis, de s'offrir un nouveau palais à Thionville. Pour effectuer vos démarches, il faudra de nouveau nous rendre encore plus loin, à Thionville. Je rappelle quand même que le bâtiment de l'intercommunalité du Val-de-Fensch a coûté 12,5 millions d'euros aux contribuables. 12,5 millions. Et puis, pour revenir au syndicat des transports également, des bus, le SMITU, illustre également une gestion hasardeuse, voire désastreuse depuis de bon nombre d'années, avec l'ancienne équipe. Un réseau vieillissant, des infrastructures inadaptées, des investissements incohérents et pourtant une dette abyssale que les contribuables devront rembourser. Alors, mes chers amis, une question légitime se pose. Où est passé notre argent? Comment un tel endettement a-t-il pu s'accumuler alors qu'aucune amélioration du service n'a été constatée depuis des années? À qui profite le crime? Malheureusement, cela n'a rien de surprenant. Pendant longtemps, les mêmes élus, qu'ils soient de gauche ou de la fausse droite, ont piloté la communauté d'agglomération et le syndicat des transports. Je parle de l'ancien président, M. Schreiber. Les résultats ne pouvaient être qu'à l'image de leur gouvernance catastrophique. Et aujourd'hui, non seulement les deux agglomérations augmentent les impôts, mais le syndicat de transport du SMITU, renouvellement nommé le TEMO, réclame à toutes les communes une forte hausse de nos contributions, tout en refusant de nous transmettre ses comptes pour la justifier. En effet, en tant que garant de l'argent public de Hayange, j'ai tenu à obtenir les détails des dépenses des 6 dernières années pour faire toute la lumière sur cette affaire et sur cette dette abyssale. En effet, des choses improbables sont arrivées. À mes oreilles, des bus auraient été achetés, puis revendus dans les Vosges, tandis que d'autres auraient tout simplement disparu des entrepôts. De plus, des ponts ont été construits sur la Moselle aux frais du SMITU, aux frais donc de notre argent, pour un montant de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, afin de relier le centre-ville à la rive droite. Or, dans le même temps, des promoteurs immobiliers construisaient
eh bien, des buildings sur des terrains bradés par la ville de Thionville dans des situations et dans des conditions troublantes qui ne peuvent que soulever eh bien, nos interrogations. Des ponts qui auraient permis eh bien, de faire passer les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité afin de faire fructifier ces nouvelles constructions privées. J'ai donc voulu obtenir les copies des factures et des contrats, les comptes rendus également des appels d'offres, et quelle a été ma surprise d'apprendre, au lendemain de ma demande, que les bureaux du SMITU avaient été mystérieusement cambriolés et ainsi des documents dérobés. Cependant, mesdames, messieurs, ils se sont bien gardés de déposer plainte. Mesdames, messieurs, ne déposez-vous pas plainte lorsque vous vous faites cambrioler ? Visiblement, certains élus, eh bien non, et je me demande bien pourquoi. Au nom de la mairie d'Hayange, j'ai donc saisi le tribunal afin d'obtenir ces éléments non transmis. Et vous pouvez compter sur moi pour faire la lumière sur cette affaire. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous informer que la commission d'accès aux documents administratifs vient de me donner raison et a ordonné, il y a 2 jours, au SMITU de me transmettre l'intégralité des documents demandés. Notre avocat... Notre avocat va les analyser et bien sûr, nous allons les rendre publics. Mes chers amis, pour terminer, je le dis très clairement, nous refusons que nos habitants payent les frais d'une gouvernance hasardeuse, d'un manque de cohérence sur les projets, voire pire encore, de possibles peut-être, je dis, détournements. N'oublions jamais une chose. La dette publique ou le montant exorbitant de nos impôts et des charges ne viennent pas de nulle part. Ils ne découlent pas d'une décision imminente ou inévitable. C'est le résultat des gestions et des décisions politiques et humaines catastrophiques qui nous ont plongés dans cette situation intolérable. Il faudra bien sûr en tirer les conséquences un jour et lever le voile sur ces affaires. Dites-le autour de vous. N'ayez pas peur, faites-le savoir. Pour terminer, et je laisserai la parole à Laurent Jacobelli, c'est comme sa soirée, sur le volet intercommunal, eh bien, je veux aussi revenir sur une autre polémique alimentée par la directrice du Gueulard Plus, Anne Ilvange. Alors, elle était passée, cette chère militante d'extrême gauche, sur France Culture, une émission sur France Culture. Elle s'appelle donc Madame Cutita, et elle se croit légitime à critiquer la programmation culturelle de la ville d'Hayange, et plus particulièrement, vous en doutez, la fête du cochon. Mais elle ferait mieux d'y venir, je pense, pour prendre exemple, car je crois que nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne. L'année dernière, la fête du cochon, c'est plus de 13 000 personnes. Madame Cutita, cette salle de concert, donc, elle a donc la gestion, ne survit que grâce à de larges subventions publiques, encore une fois, l'argent public, qu'elle est obligée de quérir auprès de toutes les collectivités possibles 1 million d'euros d'argent public, dont 400 000 euros en provenance de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, donc nos impôts, et ce pour seulement 10 000 spectateurs l'année. Je déplore donc ces attaques directes contre notre municipalité, qui sont purement politiques de la part d'une militante clairement engagée à l'extrême gauche. Vous savez, mesdames, messieurs, ce sont les mêmes à Paris qui ont festoyé, qui ont ouvert du champagne sur la dépouille de Jean-Marie Le Pen. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent accueillir toute l'Afrique en Europe. Ces personnes n'aiment pas notre identité, n'aiment pas notre culture, n'aiment pas, eh bien, nos traditions. Que Mme Cutita vienne un jour à Hayange participer à cette fête du cochon qu'elle critique tant, elle verrait ce qu'est un véritable succès populaire, familial. Elle verrait que nous n'avons besoin d'aucune subvention pour attirer des dizaines de milliers de personnes chaque année en une seule journée et que nous en attirons toujours plus et bien d'une année à l'autre. À Hayange, pour finir, mesdames, messieurs, eh bien, nous sommes fiers de proposer tout au long de l'année un nombre considérable d'événements culturels gratuits qui permettent à chacun de se divertir, de se cultiver et de se rencontrer. Nous en sommes fiers car nous considérons que ces manifestations constituent le poumon de la convivialité. C'est pourquoi, eh bien, je souhaite poursuivre la mission que la population d'Hayange
m'a confié en 2014. Je serai donc de nouveau candidat aux élections municipales de mars 2026. Mes chers amis, bonne année, longue vie à toutes et à tous. Vive Marine Le Pen, vive Jordan Bardella, vive le Rassemblement national et vive la France! Voilà, je laisse la place et à tonnerre d'applaudissements pour notre député Laurent Jacobelli. Merci. Merci beaucoup, Merci, cher Fabien. Merci pour ce discours marqué de sincérité et de franchise, comme c'est ta marque de fabrique. Merci à toutes et tous d'être présents, si nombreux ce soir. J'avoue être très ému de la présence exceptionnelle. Vous êtes, me dit-on, plus de 700 pour cette cérémonie des vœux. Rien que pour ça, je vous demande de vous applaudir parce que c'est un très beau moment républicain, une très belle cérémonie. Alors, c'est la coutume, je vais commencer par un certain nombre de remerciements, mais des remerciements sincères et qui ne sont pas que des remerciements formels. D'abord, merci à mon collègue Frédéric Weber, député de Meurthe-et-Moselle, d'être présent. Je vous demande de l'applaudir. Merci évidemment au maire de Hayange, Fabien Angelman. Merci aux conseillers municipaux et aux adjoints de la plupart des mairies de la 8e circonscription. Merci aux maires voisins d'Abrèche-Villers, Emmanuel Ril, maire de Moselle, qui vient de rejoindre le Rassemblement national. Et je lui dis bravo, cher Emmanuel, pour ton courage, ton patriotisme et ta volonté. Merci aux voisins de Meurthe-et-Moselle, le maire de Mousson, monsieur César, d'être avec nous aussi. Merci à mes amis de l'Union, l'UDR de Éric Ciotti, d'être présents ce soir, parce que c'est par l'union aussi que nous gagnerons. Merci aux associations culturelles, sociales et sportives présentes, aux anciens combattants, aux associations patriotiques. Merci aux représentants des cultes. Et j'ai notamment vu monsieur le pasteur du Val-de-Fenge, Daniel Reist, qui est avec nous ce soir et je vous demande de l'applaudir. Merci à tous ceux qui endossent les beaux uniformes de la République, les pompiers, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Enfin, merci à notre hôte, celui qui a mis cette salle à disposition, cette très belle salle du 112 où de nombreux concerts, de nombreuses cérémonies nous rassemblent. Merci à monsieur Olivier Postal qui est ici présent, le maire de Terreville. Et j'aimerais dire que c'est un beau symbole de respect républicain et de respect démocratique. On peut ne pas avoir les mêmes idées, on peut ne pas partager les mêmes combats, mais quand on a le point commun d'avoir été élu par des électeurs et de représenter la nation, il est normal de se recevoir, de se parler, et je suis très heureux de reconnaître que Olivier Postal est un de ces républicains. Je vous demande de l'applaudir. Car oui, en politique, le respect, c'est vital. Comme dans la vie d'ailleurs. Il y a dans cette salle des gens, j'imagine, de toutes les opinions, de tous les âges, de tous les sexes, puisqu'il paraît qu'il y en a plus que 2 aujourd'hui, et qui que vous soyez, je vous respecte, et si vous êtes là, c'est que vous me respectez. Et si je le dis, c'est que j'ai été choqué par les propos du ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Rebsamen, qui a dit qu'il respectait tous les partis politiques, y compris les histrions de la France insoumise, mais qu'il ne respectait pas le Rassemblement national. Il ne vous respecte pas puisque vous êtes là ce soir. Il ne respecte pas le premier parti de France. Il ne respecte pas 11 millions d'électeurs. Quand on en est là, c'est que ça sent la fin. Ces gens-là savent que c'est une fin de règne calamiteuse. Et donc tous ceux qui pourraient les remplacer, tous ceux qui pourraient demain être à leur place, ils essayent de les exclure, là où nous voulons rassembler. Eh bien, je dis à ce ministre, M. Rebsamen, vous ne nous respectez pas, mais c'est pratiquement un honneur pour nous. Parce que qui êtes-vous pour nous donner des leçons de morale?
Vous, monsieur, qui avec vos semblables avez amené la France dans le mur de la dette avec 3300 milliards, qui êtes-vous pour nous donner des leçons? Le mur de l'impôt et du matraquage fiscal qui font de nous les plus matraqués du monde en termes d'impôts. Vous qui avez porté l'insécurité et l'immigration au plus haut, faisons que nous ne reconnaissons plus notre pays, que nous avons peur de sortir le soir, que nous avons peur pour nos enfants et nos aînés. Vous ne nous respecterez pas demain, vous ne nous respectez pas aujourd'hui, eh bien tant pis, car sachez-le, nous vous remplacerons. Et nous le ferons avec d'autant plus d'enthousiasme que nous sommes fiers de notre pays, fiers de notre région, fiers de notre département et fiers de notre 8e circonscription de la Moselle. Cette 8e circonscription de la Moselle qui est riche de talent. Riche de talent, et je le dis ici à Terville, d'où est natif le jeune Lilian Naro, je ne sais jamais comment on le prononce, mais qui a participé à The Voice et qui a été un des brillants candidats. Le jeune Louis, qui est de Neufchef et qui a été dans The Voice Kids. Nous avons le Terville Florange Olympic Club qui remporte tous les succès que nous connaissons. Nous avons des champions du monde de kickboxing, et oui, sachez-le, Alessia Gervasoni et Alessio Valerio, de nombreux sportifs, de nombreux écrivains, de nombreux chanteurs. Et d'ailleurs, je te salue Thomas Silver qui a su faire une première partie aussi entraînante. Oui, nous sommes riches de talent, riches d'avenir, et croyez-moi, nous allons continuer à nous défendre contre tous ceux qui veulent saper nos identités, nos savoir-faire, notre histoire et notre avenir. 2024 aura été une année compliquée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est sans regret que je l'ai vu partir, cette année 2024. Une année très difficile pour beaucoup d'individus, pour beaucoup de Français, très difficile pour notre pays. En 2024, nous sommes retournés aux urnes. Merci d'ailleurs de m'avoir permis d'être à nouveau votre député. C'est un grand honneur pour moi. Je pense que dès septembre, nous retournerons aux élections, que je referai campagne. Et j'espère qu'une fois encore, vous me ferez confiance. Une année compliquée pour notre pays, mais une année aussi où j'ai l'impression d'avoir pu être utile. Avoir pu être utile, notamment en votant la censure qu'on nous avait tant décriée. Vous savez, cette censure qui devait faire en sorte que les cartes vitales ne marchent plus, que les fonctionnaires ne soient plus payés, qu'une pluie de criquets s'abatte sur la France, qui devait d'ailleurs faire faillite. Rien de tout cela ne s'est passé. Au contraire, les retraites ont été, grâce à cette censure, revalorisées de 2,2 points en début d'année, et c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire pour tous ceux qui ont travaillé. La baisse de l'électricité de 15%, qui arrivera au 1er février, est le fruit de cette censure. Le fait que les médicaments ne soient pas déremboursés, c'est le fruit de cette censure. Alors oui, malgré les pronostics des Cassandres, malgré les cris d'orfraie de la classe politique, je suis fier et heureux d'avoir voté cette censure. Et je vais vous le dire très honnêtement, si dans quelques mois le même budget revient, le même budget de casse sociale, le même budget de mépris de ceux qui travaillent et de ceux qui ont travaillé, le même budget qui ignore la question migratoire et la question sécuritaire, le même budget qui veut vous asphyxier fiscalement et étouffer nos entreprises, alors la réponse sera la même. Au revoir, Monsieur Bayrou. Il faut maintenant... Il faut maintenant qu'en 2025, la voix de la raison et du bon sens soit enfin entendue. Oui, en 2025, il faut ramener dans ce pays l'ordre, l'autorité, le respect et la liberté. Oui, il faut ramener l'ordre dans ce pays. On a l'impression qu'on découvre aujourd'hui que l'ensauvagement s'est saisi de la France. Monsieur Darmanin, qui a été ministre de l'Intérieur et qui devient ministre de la Justice, nous dit qu'il faut un grand plan contre les narcotrafics. Merci de nous le dire. Merci de nous le dire. Nous sommes la circonscription de Famec, nous étions au courant. Oui, bien sûr, il faut une politique ambitieuse contre le narcotrafic. Mais M. Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il a fait son plan Place Nette XXL, vous vous souvenez, où il allait se balader dans les quartiers nord de Marseille pour essayer de dire aux dealers d'arrêter. Je ne sais pas s'il a rencontré d'ailleurs Sébastien Delogu là-bas. Vous voyez qui c'est, Sébastien Delogu? Le Léonard de Vinci de la France insoumise.
prix Nobel. Alors lui, il a une solution contre le trafic de drogue, c'est de faire que les dealers soient rémunérés par l'État pour vendre leurs saloperies. Écoutez, au moins c'est simple. En tout cas, ça plaît à ses électeurs. Non, pour en revenir à M. Darmanin, lorsqu'il a fait la place nette XXL, il s'est vanté sur tous les réseaux sociaux de son grand succès. Résultat des courses, le nombre de crimes et de tentatives d'assassinat liés au narcotrafic en 2024 a augmenté de 60% par rapport à 2023. Tant que ces gens s'occuperont de notre sécurité, croyez-moi, il faudra se méfier. Oui, bien sûr, il faut plus de sécurité. Il faut que maintenant un mineur qui vole, qui agresse, qui deal, connaisse la prison, même s'il a moins de 16 ans, même pour une simple semaine. Il faut que la ligne qui sépare la justice et le droit de la voyoucratie et de la malhonnêteté soit à nouveau tracée. Il y en a marre de l'excuse. Ce ne sont pas des pauvres petits bambins victimes de la société. C'est la société qui est victime de ces voyous. Il faut donc, et pour eux et pour nous, à nouveau, ramener l'ordre dans les rues. Il faut des peines incompressibles. Quand on est dealer, quand on est assassin, quand on est violeur, on ne peut pas avoir une peine théorique et s'en tirer avec un bracelet et retourner chez soi pour mettre à nouveau la vie de nos compatriotes en danger. Ça, c'est la vision de M. Dupond-Moretti. C'est la vision qu'avaient depuis des décennies les ministres de la Justice. Alors la bonne nouvelle, c'est que M. Dupond-Moretti va aller sur scène faire le comique maintenant. On lui souhaite une meilleure chance dans ce poste, probablement plus à la hauteur de ses compétences que celui de ministre de la Justice. L'ordre, c'est l'ordre aussi à l'école. Parce que si, dès le premier âge, on n'a pas les bases, les fondements de la société, les fondements de l'éducation, alors c'est un mauvais avenir qui peut se dessiner pour vous. Or, malheureusement, on le voit, l'école est le parent pauvre de la politique publique. Pour faire des économies, le gouvernement voulait supprimer 4000 postes d'enseignants. Dans sa grande bonté d'âme, M. Bayrou, que le même M. Rebsamen d'ailleurs compare à Gandhi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la ressemblance, ni physique ni mentale. M. Bayrou, lui, est d'accord pour n'en supprimer que 2000 des postes. Mais on le sait ici, c'est une hérésie de dire ça. Car j'étais auprès des parents d'élèves, j'étais auprès d'eux à Famec, à Vitry-sur-Orne, à Hayange, quand des professeurs sont manquants, quand des classes ferment. Ce sont des avenirs entiers qui se dessinent de mauvaise façon. C'est la vie d'un enfant qui peut basculer, c'est une carrière qui peut échouer. Et donc l'éducation ne doit pas être le parent pauvre de notre politique publique. L'ordre, c'est aussi faire respecter la loi. Ça paraît évident, on en parlait tout à l'heure. Mais cette sécurité dont on parlait, comment voulez-vous qu'elle puisse être respectée quand on voit que seulement 7% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées? Quand on voit que quelqu'un qui appelle à la violence, au meurtre et au viol sur les réseaux sociaux, quand il est expulsé vers le pays d'origine, on nous le renvoie immédiatement. Mais jusqu'à quand va-t-on accepter cette politique? Jusqu'à quand va-t-on avoir un genou à terre au nom de la repentance, au nom d'un devoir de mémoire? Mais nous sommes la France, nous sommes la 6e puissance du monde. Quand un pays ne veut pas reprendre ses ressortissants qui ont commis des crimes et délits en France, alors il faut supprimer la délivrance de visas, supprimer les flux financiers de la France, en l'occurrence vers l'Algérie, et supprimer l'aide au développement. Nous devons nous défendre parce que ne pas respecter nos lois et ne pas respecter les obligations de quitter le territoire français, c'est mettre en danger la vie de nos compatriotes. Mais qui peut croire que le gouvernement actuel le fera? Qui peut croire qu'Emmanuel Macron, qui a parlé de crimes contre l'humanité, contre la France, lors de sa présence en Algérie, soit l'homme fort qui mette en place tout cela? L'ordre est une priorité absolue. Le respect aussi, j'en parlais tout à l'heure. Le respect de chacun envers chacune, le respect envers ses collègues, envers ses anciens, envers son voisin, envers son opposant. Le respect des opinions et des électeurs. Le respect aussi de l'argent des contribuables. Parce que je l'ai dit, nous sommes le pays le plus matraqué au monde. Mais à quoi sert notre argent? À payer un fauteuil à 40 000 € au président du Sénat? C'est pour ça que nous payons des impôts.
pour 500 000 € de frais de maquillage et de coiffure pour l'épouse du président de la République? C'est pour ça que nous payons des impôts. Nous payons en France toujours plus d'impôts. Nous avons en France toujours plus de dettes. Et pourtant, ce sont 45 000 lits qui ont été supprimés sous la gouvernance Macron dans les hôpitaux. 45 000 lits. Si aujourd'hui on fait la queue aux urgences, si aujourd'hui on peut rester 3 jours dans les couloirs de l'hôpital sur une civière en attendant un diagnostic, c'est parce que l'argent a été mal utilisé. Respect de la nature. C'est important le respect de la nature. Mais attention, l'environnement ne doit pas être le faux nez qui cache une fiscalité venimeuse ou la haine de l'automobiliste. Moi, j'entends aujourd'hui que si la planète meurt, c'est parce que certains vont au travail chaque jour avec leur voiture. Comme si les automobilistes étaient coupables de tout. Comme si ceux qui n'avaient pas le choix de faire 1h30 de trajet pour aller au boulot ou pour amener l'enfant à l'école devaient être taxés, retaxés, surtaxés. Vous le savez, la région Grand Est a voulu prendre la gestion d'un certain nombre d'autoroutes et de voies rapides. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont créer ce qu'ils appellent une écotaxe. C'est-à-dire que les transporteurs routiers vont payer. Alors vous me direz, bon, c'est les transporteurs routiers, mais ne soyez pas dupes. C'est la première étape. Demain, on vous fera payer l'utilisation des routes avec votre voiture. Non, le vrai respect de la nature, la vraie manière de ne plus utiliser la voiture, ce sont les transports en commun, et notamment le train. C'est pour ça que nous nous battons pour que la ligne de Fontoy soit réouverte, pour que le cadencement des trains soit multiplié, notamment à Hayange. Et je crois, monsieur le maire, que la bonne nouvelle est dans les tuyaux, en effet. C'est pour ça que nous nous battons pour que la qualité du service ferroviaire soit meilleure. Or, nous sommes une des régions où il y a le plus de retard et le plus d'annulations de trains. Sur une ligne que nous connaissons bien, la ligne Metz-Luxembourg, ce sont 2 trains par jour qui sont annulés. Eh bien, tant que ce service ne fonctionne pas, on ne peut pas demander toujours des efforts supplémentaires aux Français. Respecter les Français, c'est aussi respecter les élus de terrain et les municipalités. Ces municipalités qui font tous les efforts aujourd'hui, qui compensent le manque de services publics, qui gèrent le quotidien et le travail des maires, même si je ne suis pas d'accord avec tous, je dois le dire, est un travail exemplaire. Et on le voit, je prendrai l'exemple de la ville d'Hayange, en termes de propreté, de sécurité, de culture, c'est fondamental le travail d'une mairie. Or, vous le savez probablement, l'État veut couper les vivres des mairies. 5 milliards au début pour les territoires, aujourd'hui seulement 2,2 milliards, mais ce sont 2,2 milliards de trop. Parce que cet argent, les communes, soit elles feront moins de dépenses, soit elles le feront payer aux citoyens par les impôts locaux. Et donc nous battrons, et je me battrai à l'Assemblée nationale avec mes collègues pour que cela n'arrive pas. Le soutien aux communes, c'est très important. Et moi, je dois le dire, je suis très heureux d'avoir obtenu depuis le début de mon mandat, soit à travers la préfecture, soit à travers la région, soit au travers d'autres organismes, plus de 3 millions de subventions pour la circonscription. C'est, je crois, un record historique pour les 31 communes qui composent la 8e circonscription de la Moselle. Et croyez-moi, j'en suis très heureux. Être un député utile, c'est aussi cela. Et je tiens à dire que les villes de droite, de gauche et du centre en ont bénéficié parce que je respecte toutes les opinions et que, contrairement à d'autres, je ne suis pas sectaire. Et j'en appelle au respect le plus fondamental, le respect de notre identité. Oui, nous sommes français. Oui, les origines de la France sont des origines judéo-chrétiennes européennes. Et nous devons l'assumer. Contre tous ces nervis d'extrême gauche qui veulent supprimer les crèches, maintenant ils veulent supprimer les fèves dans les galettes des rois, qui ne disent plus « Joyeux Noël », mais « Bonnes fêtes d'hiver ». Tous ceux qui veulent rebaptiser les villes, qui commencent par Saint quelque chose. Tous ceux qui définissent finalement notre société comme une société où on n'aurait pas d'histoire, pas de religion, pas de sexe, pas d'avenir, pas de futur, pas de patrimoine. Ces gens-là doivent être très tristes dans la vie. Alors, qu'ils continuent à manger des graines et à croire que les enfants de 7 ans peuvent changer de sexe. Moi, je reste persuadé que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et c'est qu'en étant fiers de ce que nous sommes que nous pourrons demain
avoir un avenir meilleur et dessiner enfin un avenir pour nos enfants. L'ordre, le respect et la liberté. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment comme moi, que chaque jour nos libertés se restreignent. Chaque jour, lorsqu'on affirme être une femme ou un homme libre, on sent en face que le discours se tend. Moi, je suis effaré d'être dans une société où on va fermer des chaînes de télévision, tout simplement parce que l'extrême gauche ne partage pas les opinions de certains animateurs. Eh bien, moi, je ne tolère pas que C8 ou EDRJ12 doivent demain fermer. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, même Sandrine Rousseau, même Mathilde Panot, même les plus ignares des extrêmes gauchistes. Mais oui. Et ce, sur tous les médias possibles. Je ne veux pas vivre dans une société où il est interdit de penser autrement que le gouvernement, parce que ça ne s'appelle pas une démocratie et que je ne veux pas vivre en Corée du Nord. Je suis fier que nous ayons des médias différents qui proposent des idéologies, voire des analyses différentes. On nous exprime aujourd'hui qu'on va fermer les réseaux sociaux. On veut interdire Twitter, parce que M. Elon Musk serait proche du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Mais enfin, il est donc interdit de ne pas être de gauche? Il est donc interdit de s'exprimer d'une manière différente? Mais si certains ne veulent pas aller sur X, qu'ils n'y aillent pas, mais qu'ils nous laissent libres, libres de nous exprimer, libres de penser, libres de partager, libres de critiquer. Rappelez-vous au moment du Covid, tous ceux qui n'avaient pas le droit à la parole, tous ceux qui n'avaient pas le droit à la critique. Moi, je le dis très clairement, je me suis fait vacciner et je pense qu'il fallait se faire vacciner. Mais je ne comprends pas qu'on ait interdit de parole tous ceux qui pensaient autrement. La liberté, c'est un bien précieux. Et la gauche, qui est persuadée d'avoir la vérité, refuse de plus en plus systématiquement que l'on s'oppose à elle, refuse de plus en plus systématiquement la critique. Vous critiquez la politique d'immigration, vous êtes un facho. Vous critiquez la politique de sécurité, vous êtes un facho. Eh oui. Vous critiquez la politique budgétaire, vous êtes un ignare. Ah oui, alors ça, c'est leur truc maintenant. Quand vous dites que le pays est mal géré financièrement, ils vous disent « Ah, mais vous êtes incapable de le gérer. » Bah, honnêtement, pour faire pire qu'eux, il faut se lever tôt le matin. Hein. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous. Alors, ils nous disent, par exemple, que sur les retraites, on n'a rien compris. Il n'y a pas le choix. Il faut travailler plus. Les Français sont des feignants. Il faut qu'ils travaillent jusqu'à la mort, sinon on ne s'en sortira pas. Et si on dit autrement, alors c'est qu'on est soi-même soit un inculte, soit une feignasse. Alors, je n'ai pas encore choisi dans quelle catégorie j'étais, mais on va quand même remettre quelques vérités au centre du débat sur les retraites. D'abord, est-ce que vous le saviez, mais passé l'âge de 60 ans, il n'y a plus qu'un Français sur 3 qui travaille. C'est-à-dire que 2/3 des plus de 60 ans ne travaillent pas. Vous pouvez toujours demander qu'ils travaillent 2 ans de plus, ils ne travaillent pas. Et donc pendant 2 ans de plus, ils ne travailleront pas. Donc cette mesure est déjà complètement hallucinatoire. Et puis le comité d'orientation des retraites, quelque chose de très sérieux, nous explique que même si la réforme des retraites était appliquée, eh bien, nous serions en déficit dès l'année prochaine. Pourquoi? Parce que les mêmes causes ont toujours les mêmes effets. Pourquoi les caisses de retraite ne se remplissent pas assez? C'est pas parce qu'il y a trop d'enfants ou pas assez d'enfants, c'est pas parce qu'il y a trop de vieux ou pas assez de vieux. C'est parce qu'il n'y a pas assez de productivité en France et pas assez de natalité en France. Et tant qu'on ne réglera pas ces deux problèmes-là, eh bien chaque année, on nous dira il n'y a pas de boulot, mais il faut quand même travailler 1 an de plus. Nous voulons sortir de ce système. Vous avez commencé à travailler jeune, c'est un métier pénible, à moins de 20 ans, eh bien vous devez cotiser 40 ans et prendre la retraite à 60 ans. Et puis progressivement, sur 62 ans, 42 annuités. Mais pour ça, il faut aider les couples qui veulent un enfant à pouvoir le faire, notamment à travers des prêts à taux zéro, et augmenter la productivité de nos entreprises en les libérant du matraquage fiscal, des normes absurdes, ces normes dont le coût a été chiffré à 60 milliards par an pour l'économie française. Si vous réinjectez cet argent, alors il y aura plus de cotisations. Si vous augmentez la natalité, alors il y aura plus de cotisations et on ne parlera pas plus longtemps du problème des retraites. Mais là encore, ce qu'on ne vous dit pas, parce qu'ils sont malins, ils ne vous disent pas tout,
c'est qu'il y a un minimum retraite en France qui s'appelle l'association Solidarité pour les personnes âgées, à peu près 1 000 euros. Est-ce que vous savez qui touche? Parce qu'il faut le dire quand même. 40% du montant total de cette ASPA est touché par des étrangers, dont la plupart n'ont jamais cotisé en France. Chaque année, 1 milliard, vous m'entendez bien, 1 milliard part en minimum retraite pour des gens qui sont arrivés en France après l'âge de 65 ans et qui n'ont jamais cotisé 1 centime dans les caisses nationales. Alors voilà une piste sage pour augmenter les recettes et diminuer les dépenses des retraites avant de s'en prendre aux travailleurs français ou à tous ceux qui ont travaillé en France pendant toute leur vie. Arrêtons de financer les retraites du monde entier. Et puis, il faut à nouveau être libre d'entreprendre, laisser les gens créer des entreprises, laisser nos industriels créer des emplois, nos artisans créer des emplois, nos agriculteurs faire leur boulot. Arrêter avec ces normes absurdes qui font que l'administration gère tout. Arrêter avec ces impôts en permanence. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de régler le problème, pan, une taxe. Je vais vous dire, on a vécu avec mon collègue Weber pendant des mois la négociation du budget. La gauche était systématiquement agrippée à la taxe. Une taxe sur le sucre, une taxe sur l'eau, une taxe sur le soda, une taxe sur les aliments. La taxe, la taxe, la taxe. Ils ont proposé 60 milliards de taxes supplémentaires, là où Barnier en proposait déjà 40 milliards. Mais ces gens sont fous. Les taxes tuent l'économie, elles tuent le pouvoir d'achat, elles tuent l'esprit d'initiative. Oui, on doit être pro-business pour créer de l'activité et créer de l'emploi. Et arrêtons de s'en prendre à ceux qui bossent. Aujourd'hui, ceux qui bossent, qui ont bossé ou qui recherchent un emploi, travaillent toute la journée pour financer ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui glandent, ceux qui regardent la télévision et jouent à la PlayStation et n'ont jamais imaginé aller travailler. Le travail doit payer plus, l'assistanat doit payer moins. Et j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui vont chaque jour travailler au Luxembourg. Les nouvelles proies de la fiscalité française. Ils sont forts à Bercy. Ils nous créent la double imposition pour les travailleurs frontaliers. Tu prends ta voiture, tu fais 1h30 de trajet pour aller travailler 40 heures, tu rentres le soir avec 1h30 de trajet, tu n'as pas le temps de profiter de ta famille et de tes enfants. Total, on te taxe à nouveau. Tu vas payer 2 fois des impôts, une fois là-bas, une fois ici. Voilà la réponse du gouvernement. Mais sait-il, ce gouvernement, que sans le travail au Luxembourg, beaucoup de gens de notre circonscription n'auraient pas de travail, parce que c'est le même gouvernement qui a été incapable de soutenir notre industrie et d'avoir une politique favorable à la création d'emplois. 80% des dépenses de ces travailleurs frontaliers sont effectuées ici, en France, et créent donc de l'activité. Et donc cette double imposition, non seulement baissera le pouvoir d'achat de tous ceux qui travaillent au Luxembourg et qui n'ont pas une vie aussi facile qu'on veut bien la décrire, mais en plus nuira à notre économie. La folie fiscale, après la folie migratoire, après la folie de l'insécurité, c'est aujourd'hui la folie fiscale qui met en danger notre mode de vie et notre pouvoir d'achat. Les droits du chômage aussi. Ils veulent raboter les droits du chômage pour ceux qui travaillent au Luxembourg. Mais si vous avez tant de mépris pour ceux qui vont travailler à des dizaines de kilomètres d'ici, secouez-vous pour créer de l'emploi en France. Secouez-vous pour revaloriser les salaires en France. Secouez-vous pour rendre notre territoire attractif. Mais arrêtez de condamner ceux qui bossent, qui, une fois encore, préféreraient probablement profiter de leur famille, profiter de la vie s'ils en avaient le choix, mais laissez-les tranquilles. Alors nous avons fait le boulot, 1 an, 2 ans. Nous avons réussi à suspendre cette mauvaise fiscalité. Avec mes collègues, nous nous battrons pour faire qu'en 2025, à nouveau, il y ait une exemption sur cette double imposition. On le doit à tous nos compatriotes qui travaillent au Luxembourg, parce que c'est l'avenir économique de notre circonscription qui en dépend. Ça aussi, croyez-moi, nous nous battrons. Alors, je ne vais pas être plus long, mais le défi pour 2025, il est grand et il est beau, c'est redresser notre pays.
redresser notre pays avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté. Je ne vais pas être malhonnête avec vous, je ne crois pas que François Bayrou soit l'homme de la situation. Je ne crois pas que son gouvernement soit le bon gouvernement. Je ne crois pas qu'on luttera contre la réforme des retraites avec Madame Elisabeth Borne. Je ne crois pas qu'on retrouvera la confiance des Français en faisant du ministère des Outre-mer un recalage pour ceux qui n'ont pas réussi à être conseiller municipal en Espagne. Je ne crois pas que ceux qui ont tout raté depuis 40 ans vont soudainement, parce qu'ils sont ensemble, tout réussir en quelques mois. Une troupe de losers ne fait pas un gouvernement de gagnants. Très heureux qu'il y ait une école de la deuxième chance dans ce pays, mais je ne considère pas la France comme un brouillon, je ne considère pas l'avenir des Français comme un travail d'essai. Je crois que les Valls, les Borne, tous ceux qui ont raté dans le passé ne réussiront pas demain. Que le seul moyen de réussir, c'est de changer profondément l'équipe, de mettre au pouvoir l'équipe qui a fait les bons diagnostics depuis 40 ans, de mettre au pouvoir l'équipe qui a le bon programme, celui que les Français veulent, de mettre au pouvoir les élus sincèrement patriotes qui veulent travailler avec le Rassemblement national. Alors j'en appelle à l'union de tous ceux qui ont la France chevillée au cœur et au corps, tous ceux qui pensent que l'intérêt général est supérieur à l'intérêt des partis, tous ceux qui ne sont pas prêts à trahir et à se vendre. Ça, c'est pas gentil pour les socialistes, d'ailleurs. Vous avez vu le Parti socialiste? Excusez-moi de faire... C'est bradé en ce moment. C'est en solde. Hein. Alors, déjà, la France insoumise les avait achetés pas cher. Bon, tu te fais élire avec un antisémite, mais je te donne 3-4 postes, tu as été président de la République, bah écoute, si tu veux devenir le porte-serviette de Louis Boyard, vas-y, si tu n'as pas d'honneur, mais fais-toi élire. Bon, c'était déjà pas cher. Là, le gouvernement, face à de vaines promesses sur les retraites qu'il ne tiendra pas, a réussi à acheter ce qui restait du Parti socialiste. Mais à part ça, si on parle des vrais partis, des partis sérieux, il faut demain se rassembler. Se rassembler pour donner un avenir à notre pays, rendre à la France sa fierté à l'international, faire en sorte que nous retrouvions notre histoire, que nous retrouvions nos valeurs, que nous luttions ensemble contre une immigration qui nous fracasse, contre l'islam radical qui nous menace, contre une fiscalité qui nous rend pauvres, contre cette classe politique qui a tout raté et qui nous méprise. Que vous soyez de droite ou de gauche, des LR ou d'ailleurs, rejoignez-nous. Rejoignez-nous comme l'a fait Éric Ciotti. Rejoignez-nous comme l'ont fait certains, même à gauche. Rejoignez-nous dans toutes les futures échéances électorales. Les législatives, bien sûr. Les municipales aussi. Car, je vous le dis, nous avons des ambitions pour ces municipales. Nous ne pourrons pas tolérer que certaines villes continuent d'être mal gérées par des équipes sectaires qui refusent d'écouter d'autres voix que la leur, surtout si cette voix nous vient du Kremlin des années 70 et d'une URSS maintenant qui n'existe plus, sauf parfois dans la vallée de la Fensch ou dans le PIO. Oui, nous serons présents aux législatives. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre et travailler avec nous pour ces législatives, faites-le savoir, vous serez les bienvenus. Demain, il faudra préparer aussi les départementales. Car je vous le dis, aujourd'hui, le Rassemblement national est à même de gérer le département et de gérer la région. C'est en tout cas l'ambition commune que je nous donne, et je dis à tous ceux qui veulent participer de cette aventure de me rejoindre. C'est possible. En 2012, il y avait 2 députés du Rassemblement national. En 2017, il y en avait 8. En 2022, lorsque j'ai été élu pour la première fois, nous étions 89. Avec nos alliés de chez Éric Ciotti, nous sommes aujourd'hui 143. Nous sommes la seule force d'avenir. Alors oui, il faut retourner aux urnes. Il faut retourner aux urnes pour donner une majorité à ce pays. Il faut retourner aux urnes pour qu'enfin la voix des 11 millions, 13 millions de Français qui aiment leur pays soit entendue. Cette union des patriotes, je m'efforcerai de la faire vivre sur notre territoire, comme Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent la faire vivre partout dans le territoire national. Jamais
le Rassemblement national n'a été aussi fort sur nos terres, comme nous avons pu le voir aux dernières élections. Toutes les conditions sont réunies pour que nous remportions les communes, le département et la région. Alors, défendons notre pays car il en vaut la peine. Ne le laissons plus aux mains des mondialistes, ne le laissons plus aux mains des immigrationnistes, ne le laissons plus aux mains des matraqueurs fiscaux, de ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui nous méprisent, de ceux qui ne nous respectent pas. La France, on l'aime. La France, on la chérit. La France, on la défendra. Alors tous debout pour le plus beau pays du monde, tous debout pour les futures échéances électorales. Cette France, nous la gouvernerons car les Français méritent un gouvernement d'intérêt général, d'union nationale, un gouvernement de patriotes qui se bat pour le pays et pas pour ses indemnités. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous et je vous dis, haut les cœurs, contre la mauvaise foi, contre la justice partisane, contre les médias qui sont contre nous, eh bien nous vaincrons. Nous vaincrons parce que nous avons raison, parce que nous sommes forts et parce que nous sommes déterminés. Alors vive Terreville, vive la 8e circonscription de la Moselle, vive la Moselle, vive la France, vive la République, vive tous les élus qui sont ici ce soir. Ensemble, on va gagner. J'appelle les élus qui le souhaitent à me rejoindre pour entamer le plus beau chant du monde, la Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes léger ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger fils et combats. Aux armes citoyens, formés Vive la France! Mes amis, je vous invite à l'apéritif dînatoire qui nous attend. On va dégager les chaises, amener les manches debout. Et Thomas Silver, qui nous a régalé au début de cette séance, va continuer à nous chanter les grands tubes de la chanson française, parce que notre patrimoine populaire est tellement beau. Ça fait partie de ce qui nous unit et je crois qu'on ne va pas s'en priver. Bonne soirée! Merci, monsieur le président. Qu'est-ce que je souhaite pour 2025? Tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Ah bah oui. Pardon? C'est tout? Non, vive la France. Qu'est-ce que je souhaite pour 2025? Ce que vous voulez, du bonheur, de la joie, de tout. La santé, oui, surtout. Et beaucoup de danse. La joie, la bienveillance, la tolérance et la liberté. Bon, alors, on se souhaite quoi pour 2025? Plein de bonheur, plein de réussite dans tout ce qu'on entreprend. Et puis dans vos reportages aussi. Toujours une bonne chose de vous croiser sur le terrain, comme d'habitude. Oui, bon, on est toujours là. Ouais, bah, il faut surtout la santé, parce que avec les années qu'on a connues passées et les recrudescences d'épidémies éventuelles, il vaut mieux pouvoir se souhaiter surtout une bonne santé et puis évidemment beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Ah bah le meilleur, hein. La santé, surtout la santé. Et pour les jeunes? Et pour les jeunes, beaucoup d'espoir concernant le travail,
la sécurité. Et voilà. Bonsoir encore une fois. Donc alors, heureux? Oui, heureux parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup plus que prévu, plus du double de l'année dernière. Je crois que c'est un signe encourageant pour continuer à travailler pour le territoire et puis à défendre nos idées et les Français à l'Assemblée nationale. C'est une belle soirée. Belle soirée. Ouais. Il en appelle d'autres. J'espère, on va continuer. Et puis c'était important aussi d'avoir la chanson française présente, notre patrimoine, notre culture populaire. C'était une soirée sérieuse, on a parlé de fond, on a parlé de politique, on a parlé de l'avenir de la France, mais ce serait une soirée de célébration de l'an nouveau pour amener un peu d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Vous faites quoi avec le drapeau? En fait, on fait partie du DPS, donc de la sécurité du RN. Donc du coup, on fait une quête chaque année quand c'est les vœux pour nous aider, comme on fait ça bénévolement. Du coup. On se souhaite quoi pour 2025? L'amour, le bonheur et la santé pour tout le monde. Hein. Très bonne année. Et puis, il faut un changement radical de gouvernement. Et la santé aussi. La santé, puis un peu plus d'argent. Les salaires sont passés hauts. On se souhaite quoi pour 2025? Pour 2025, on souhaite le meilleur pour la France et les Français. Voilà. D'accord. C'est-à-dire plus de sécurité, plus de justice à tous les niveaux. Bah, c'est déjà un bon programme. C'est un excellent programme, oui. Ça serait déjà énorme que les Français soient plus respectés, qu'ils soient plus entendus dans leur propre pays. J'espère qu'on leur redonnera aussi la parole cette année. Ça serait encore une bonne chose. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Un changement et enfin qu'ils arrivent à grands pas. Hein. Il faudra qu'ils arrivent. En dehors du changement, et après, pour nous. Ah, pour nous. Pour nous, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on se souhaite pour nous? Pour nous deux? Non, pour nous, en général, pour les Français. Pour les Français, je souhaite vraiment qu'il y ait un gouvernement différent de celui qui sont là depuis des années. Voilà. Ok. C'est-à-dire... qui pense surtout et puis, à nos retraites. Je voudrais qu'on parle de parler... qu'ils arrêtent de parler tout le temps d'extrêmes, comme si les extrêmes étaient des diables. Ça j'en ai marre aussi. Extrême. On pense aussi aux retraités. C'est une droite radicale en fait, mais une vraie droite. Bonne année.